Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité de pratiques, diversité de politiques, diversité d'opinions, diversité de religions. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace où nous parlons de diversité. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que vous connaissez certainement, parce que moi, je connais cette personne et beaucoup de monde à Victoriaville connaissent cette personne-là. Comme disait mon grand-père, dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors, je donne mon nom. Je suis Ismalon, Esoumalon en français. Je donne donc la possibilité à notre invité de se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Marie-Pierre Patry. Ah, Marie-Pierre Patry. Alors, bienvenue dans cette émission où nous parlons de diversité. Enchantée d'être là. Est-ce que le mot diversité vous dit quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Pour vous, c'est quoi la diversité? La diversité dans les idées, la diversité dans la culture, dans les croyances, dans les façons de faire et la diversité en général. Il y a des gens qui pensent que la diversité est source de problèmes. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que la diversité amène plutôt des solutions et non des problèmes. Quand on voit une problématique sous différents aspects, avec différents points de vue, avec différentes expériences, on arrive en général avec des meilleures solutions que tout seul, avec un seul regard. Ah oui, hein? Mon grand-père disait souvent que la diversité, c'est la source de la richesse. Parce que si on se ressemblait tous, vraiment, la vie serait plate. Hein? Oh, vraiment? La vie serait plate. En tout cas, si c'était tout comme moi, ça serait vraiment très plate. Alors, Marie-Pierre, oui. Dis-moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité de te poser la question qu'on me pose tout le temps partout où j'arrive. C'est que, Essouma, tu viens d'où? Essouma, tu viens d'où? Marie-Pierre, toi, tu viens d'où? Oui. C'est vrai que reçu comme ça, c'est spécial. Elle dit une drôle de question, hein? Alors, tu viens d'où? C'est juste d'une bonne guerre, ça. C'est une bonne guerre. Moi, je suis née à Ville-la-Salle, mais je viens pas là du tout. J'ai juste été née là. En fait, moi, j'ai grandi à Warwick, au Mont Gleeson, sur les pentes de ski, en fait. Mes premières années de vie ont été là. Et puis ensuite, ça a été Victoriaville. Wow, t'es pas partie très loin, là? Non, mais j'ai quand même voyagé. Wow. J'ai habité quand même la Nouvelle-Zélande une couple d'années, oui. On va revenir dessus tantôt, oui. sur cette expérience-là, ça m'intéresse déjà. Mais Warwick, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Warwick? Ah mon Dieu, moi les souvenirs que j'en ai de Warwick, moi ça représente la nature. Hein? C'est toutes mes premières expériences avec l'extérieur. Je passais mes journées dehors, soit dans la neige ou dans la montagne là, avec ma mère. Puis c'est ça. Fait que moi c'est plus ça que représente Warwick plutôt que les gens, parce que j'étais trop petite pour en prendre connaissance, malgré que j'étais tout le temps à travers les gens qui venaient faire du ski, tout ça, se balader. Il y avait un restaurant aussi au Mont Gleeson dans le temps. Donc, c'était été comme hiver, oui. Si on revenait un peu sur la diversité, oui. Est-ce que tu as des amis qui sont d'une autre culture? Ben oui. Ben oui. Parlons-en. Parlons-en, mon Dieu. Mais déjà, dans mon milieu de travail, mon milieu de travail est très diversifié. C'est un lieu de métissage extraordinaire. Donc oui, effectivement, j'ai des amis qui viennent de la Syrie, d'autres qui viennent de la Colombie, d'autres d'Afrique. Oui, en fait, oui, j'ai plusieurs amis qui viennent partout. Puis à travers le voyage, comme tout le monde, on se crée des amitiés avec des gens qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Donc, oui. Alors, je vais te poser une question, puisque tu es la maman de l'un de mes amis. Oui. Et je sais que tu lui fais souvent de bons plats. Est-ce que tu manges souvent des mets qui viennent d'ailleurs? Oh. Jadis, oui. Ah oui? Maintenant, manque de temps, ça se résume à des choses très simples de base. Mais oui, des mets de l'extérieur, mon Dieu, oui. Moi, j'aime beaucoup la nourriture thaïlandaise. Les nourritures asiatiques, j'aime bien. Oui, puis...
Alors, ton expérience de voyage dont tu parlais Oui. tantôt, comment est-ce que tu t'étais sentie à l'extérieur, dans un endroit où tu n'as pas tes racines? Ah, c'est là qu'on se découvre, hein? On se sent tout seul. On se sent, c'est une belle solitude. C'est une belle solitude, c'est une solitude qui nous fait grandir beaucoup, qui nous apprend beaucoup sur nos limites personnelles. T'sais, on pense qu'on se connaît jusqu'à temps qu'on atteigne nos limites. Mais quand moi, je suis partie à l'aventure, là, je me suis sentie un peu seule, mais aussi très bien accompagnée parce qu'il y a tout le temps des bonnes âmes qui nous accompagnent, qui nous accueillent là-bas, tu sais, comme moi, c'est en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai pu faire des connaissances, puis c'est des relations qui perdurent dans le temps après. Parce qu'il y a quelque chose d'unique qui se développe quand on arrive à quelque part, puis on est un peu en situation de vulnérabilité, là, tu sais, pas nécessairement, tu sais, je parle pas de la vulnérabilité monétaire, mais plus de la vulnérabilité sociale. Tu sais, on a nos points de repère sont pas les mêmes. Même les étoiles dans le ciel sont pas les mêmes. Moi, c'est ce qui m'avait choqué. De dire, tu sais, on est habitué d'avoir une certaine image de ciel, puis sans le vouloir, en étant humain, ça nous oriente un peu. Mais là-bas, le ciel était tellement différent que juste ça, c'était déstabilisant pour moi. Oui, c'est particulier hein, lorsqu'on arrive quelque part où on n'a vraiment pas ses repères, même les gestes les plus élémentaires, on les perd. Hein. Oui. Moi, je suis arrivé quelque part où rien que la manière de manger, ça m'impressionnait. Je me sentais comme, je ne sais pas, je vais dire un poisson dans l'eau chaude. C'est-à-dire que je savais pas si je posais le bon geste, qu'est-ce que les autres vont dire. Hein. Oui, puis des fois, la barrière du langage. Ouais. Tu sais, il y a toutes les coutumes, les us et coutumes, il y a les façons de faire dans d'autres endroits. Tu sais, la politesse non apprise, là. Tu sais, au Québec, on va ouvrir les portes pour montrer le respect, tu sais, on va dire merci, tout ça. Mais dans un autre langage, dans un autre contexte, des fois, c'est pas les mêmes types de remerciements. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, tout ça, faut tout apprendre ça, mais c'est intéressant, tu sais. Tout à fait. Ouais. Alors, puisqu'on parlait justement de travail, on va essayer un peu parler de votre travail. Vous travaillez où? Je travaille au support. Au support. Waouh, c'est une place que tout le monde connaît. Je vous ai dit tantôt, mesdames, messieurs, que vous allez savoir de qui est-ce que on parle en cette journée. Alors, au support, c'est un endroit fréquenté par la diversité. Énormément. Énormément. À la base, c'est un comptoir familial. Maintenant, on dit plus comptoir familial, on dit ressourcerie. Une ressourcerie, c'est plus démonstratif de qu'est-ce qu'on... C'est quoi la différence entre les deux? Ben, une ressourcerie, là, on trouve des ressources. Donc, autant vestimentaires, en articles domestiques, mais aussi social. OK. Donc, il y a tout un développement social qui se fait. Un développement, je dirais, je vais y aller avec le gros mot, là, le développement durable. Parce que c'est tant au niveau de l'environnement, qu'au niveau social, qu'au niveau économique. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une ressourcerie. OK. Au niveau social, oui. Le support, on collabore avec beaucoup d'organismes, notamment, je pense au Comité d'accueil international des bois francs, qui accueille les nouveaux arrivants ici. Jusqu'où va votre soutien, votre collaboration avec cet organisme? Oui, on a une entente particulière avec le comité d'accueil, le CIBF. En fait, nous, quand les nouveaux arrivants arrivent, les personnes sur le territoire de Victo, on les accompagne pendant toute l'année. Ils peuvent avoir des dépannages vestimentaires. On peut les aider pour les équiper au niveau vestimentaire puis au niveau articles domestiques pour leur première année qui arrive. Donc, oui, tu sais, c'est facile de meubler un appartement, là. Table, divan, vaisselle, tout ça. Mais au fil des mois, la température change beaucoup au Québec. Hein? On a 4 saisons. Des fois, il n'y a pas ça partout.
où le changement climatique est pas aussi drastique là, qu'en été qu'en hiver comme au Québec. Fait que souvent, les gens, tu sais, on peut pas les dépanner juste une fois dans l'année, là. Quand on est rendu à l'hiver, ben ça prend des bottes, ça prend des manteaux, puis des pantalons d'hiver adéquats. Puis même aussi... pour s'alimenter. Des fois, les gens vont trouver des besoins pour faire leur nourriture. Ils ont besoin d'autres ustensiles qu'ils n'avaient pas prévus au départ. Fait que, on les accompagne vraiment aux 3 mois. Là, ils peuvent venir rechercher des choses qui leur manquent là, pour compléter au fil des saisons, là, pour boucler une année complète. Là. Ouais. Quand on voit vos prix, on se demande comment vous arrivez à payer vos employés. Est-ce que vous faites des gros bénéfices? Expliquez-nous un peu ça. Ah, mon Dieu, la structure financière du sport est particulière. Parce que oui, on est un organisme de bienfaisance, de charité, mais on est aussi une entreprise d'économie sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas subventionné pour notre mission. Non, comme les autres organismes. On n'est pas financé ni par le ministère de la Famille, ni par le ministère de la Santé, des services sociaux. On est comme dans un trou de service, les ressourceries. Donc, c'est pour ça qu'on a le milieu de vente, le magasin. On vend à prix modique, c'est ça notre mission, pour permettre à tout le monde de démocratiser, dans le fond, les biens consommables. Puis, c'est avec ça qu'on réussit à payer tous les employés, le bâtiment et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Alors, la ville nous aide, par contre. Victoriaville nous aide un petit peu là, pour, en fait, la déchetterie, tu sais, les vidanges. Ça coûte très cher, donc ils nous donnent un montant pour nous aider avec ça aussi. Mais comment ça se fait que vous ne soyez pas financé? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver une ligne budgétaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, un canevas, je ne sais pas trop. C'est ça, parce que au niveau des services, la santé, services sociaux, notre créneau ne rentre pas là-dedans. C'est comme si le dépannage vestimentaire, qui est un bien essentiel, n'est pas est reconnu comme, mettons, le dépannage alimentaire avec nos amis de la sécurité alimentaire. Donc, on n'est pas considéré pour ce ministère-là. On n'est pas considéré non plus pour le ministère de la Famille. On ne rentre pas dans les critères pour le financement à la mission de ces organismes-là. Fait qu'il reste un ministère, ce serait probablement le ministère de l'Environnement. Mais ça, on fait des démarches ensemble. On s'est regroupé les ressourceries ensemble, puis on essaye de faire valoir ce point-là là, pour les... Vraiment, on vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour que ça puisse marcher parce que nous voyons votre travail, il est vraiment, vraiment à saluer. Il n'y a personne qui arrive à Victoriaville sans passer par le support. Je pense pas. Mais en tout cas, ils sont rares. On les connaît. En tout cas, on accueille les gens qui viennent de l'extérieur régulièrement, oui, effectivement, puis c'est bien. Alors, parlons un peu de vos fournisseurs quand même, parce qu'on voit que vous avez toutes sortes de matières premières, des vêtements, les ustensiles. Ça vient d'où? C'est tout des dons. C'est tout des dons. C'est ça qui est magique. En fait, la population est très, très généreuse. Donc, les gens viennent porter leurs articles, leurs vêtements chez nous quand ils sont en bon état. Ça, c'est super apprécié. Des articles puis des vêtements en bon état qui sont réutilisables, ça, c'est ce qu'on préfère, ce qu'on souhaite, en fait. Et puis, c'est ça qui fait qu'on a une belle variété en magasin. Donc, tu sais, on mise vraiment sur le volume pour pouvoir ressortir un peu d'argent pour payer nos employés, puis ce que ça prend pour opérer le support. Soit dit en passant, il n'y a pas juste des dons physiques comme ça qui nous sont donnés, on a des dons en temps. On a énormément de bénévoles au support. On a plus de 70 bénévoles qui viennent donner de leur temps pour que l'organisme fonctionne. Sans eux, on n'y arriverait pas. Donc, c'est ça. Donc, on a les dons de la population en vêtements, en articles domestiques, mais on a les dons en temps de nos bénévoles, puis on a des donateurs corporatifs aussi. Donc, des entreprises qui nous donnent leurs invendus. Ça nous fait du bien parce que ça amène de la nouveauté dans le magasin et les gens viennent voir ça, puis
C'est ce qui amène une... Justement, j'allais poser la question parce que souvent, quand j'entre là, je trouve des articles qui sont tout neufs, là, jamais utilisés. Je me dis, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est parce que les gens sont tellement riches à Victoriaville que ils achètent et puis ils n'utilisent pas Il y en a beaucoup qui sont très généreux, mais il y a aussi des comme je vous dis, des donateurs corporatifs. Tu sais, je peux mentionner, entre autres, le Walmart, qui nous donne énormément à chaque semaine. Home Depot sont très, très, très aussi actifs avec nous, et plusieurs autres, mais souvent, ils veulent pas qu'on dise qui sont des donateurs. Ils veulent pas être reconnus comme ça. Moi, je pense bien qu'il faut nommer, comme on cite le support aujourd'hui. Vraiment, moi, je tenais à dire que c'est un endroit où il faut passer. C'est un endroit qui fait du bien. C'est un endroit qui aide. Moi, je vois les nouveaux arrivants lorsqu'ils entrent au support, avec toute la variété qu'il y a dedans, avec les coûts qui sont vraiment à la portée de tout le monde. On rentre là avec des piles et des piles et des piles de linge. On dit merci pour la grande œuvre. On espère que vous allez pouvoir entrer dans le créneau d'un ministère et avoir de la subvention nécessaire. Mais ça serait intéressant. Ça serait intéressant pour s'équiper, puis amener On a tellement de belles idées pour développer le support, autant pour les gens qui l'utilisent que les gens qui viennent y donner. Donc. Déjà, même, vous êtes parti de la place Rita Saint-Pierre. Oui. Vous avez acquis un grand bâtiment. Ça n'a pas dû être facile, ça. Et non, ça doit vous coûter également cher, ça. En fait, le bâtiment, c'est semblable à ce qu'on payait à Rita Saint-Pierre. Okay. C'est pas beaucoup, c'est même équivalent. En fait, oui, ça a été tout qu'un défi déménager le support parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, ça a été beaucoup de choses à déménager aussi. Donc, c'est pas encore tout complété à notre goût final, mais on y va tranquillement, pas vite, là, pour compléter ce déménagement-là. Mais ça a été un gros défi, tant pour l'équipe que pour la population, je pense. Et les travaux sont rendus à quel niveau? On est rendu à la moitié des travaux. Ah, c'est-à-dire? On a fait le déménagement puis toute l'implantation à l'interne. Puis là, il nous reste tout l'extérieur à développer pour la réception des dons, entre autres. Est-ce que vous avez du soutien quand même peut-être des entreprises privées que vous sollicitez? Non, on n'a pas. On a demandé des subventions ponctuelles au niveau de Investissement Québec, là, avec le programme PIEC, qui est un programme en investissement pour l'économie sociale. Donc ça nous a permis d'acquérir le bâtiment, entre autres, puis faire une partie des rénovations. Desjardins nous ont aidés aussi à cet égard-là. Wow. Oui. La CDAVR aussi. Ah oui? La CDAVR nous a aidés, oui. Je pense vite, là. La CDAVR nous a aidés aussi beaucoup. Oui, il faut citer ces organismes-là qui œuvrent vraiment pour le bien-être social, oui. Pour que la diversité également. La ville nous a donné un montant pour nos équipements. La CDAVR nous a donné un prêt et une subvention aussi pour notre projet. Puis il y a le fonds éco-propulsion aussi, qui nous ont donné un petit montant pour certains équipements, entre autres pour les machines à laver. Alors, j'ai une question, c'est celle-ci. C'est que si vous étiez parmi les gens qui décident du développement de Victoriaville, vous mettrez la main où? Quelles seraient les premières actions que vous allez poser pour que Victoriaville devienne le lieu le plus bien à vivre? Développement durable. Vraiment, au département du développement durable. Tant au niveau de l'environnement qu'au niveau social, qu'au niveau économique, le développement durable, c'est quelque chose en quoi je crois fermement. Donc, au niveau de l'environnement, entre autres. Mais tout ça avec le développement social. Donc, ce qu'on fait un peu au support, c'est ça. Donc, on intègre des plateaux de travail
avec des gens qui ont des réalités différentes, des gens qui ont des heures en justice réparatrice à faire. On les accueille, les bras ouverts, pour venir nous aider. Mais ça, c'est du développement social. C'est du développement social parce que ces gens-là viennent participer au développement pour la collectivité. Donc, le développement collectif, moi, j'y crois beaucoup. Alors, quand vous parlez de développement durable, c'est-à-dire quoi concrètement pour quelqu'un, monsieur, madame, qui nous écoute à la maison, qui se dit, le développement durable, c'est quoi? Ben, développement durable, c'est quand on est capable d'avoir des projets qui vont faire grandir tant l'humain que la sphère environnementale, puis au niveau économique. Donc, je prends un exemple. L'idée qu'on pourrait avoir un écocentre où ce que tout le monde va porter leurs dons là. Peu importe, c'est bon, c'est pas bon, il y a un seul endroit à Victoriaville où on pourrait aller tout porter. Les piles, les ampoules, les vêtements qui sont encore réutilisables, bon, tout ça, là. On se poserait pas de questions, il y aurait un seul endroit pour aller porter nos trucs. Ben nous, on serait capable de faire travailler des gens, que ce soit en réinsertion ou que ce soit pour des heures de justice réparatrice ou des gens qui sont sur des plateaux de travail. Et puis, on serait capable de faire le tri de tout ça puis envoyer ça aux bonnes places. Mais ça, c'est du développement durable parce qu'on vient d'économiser des coûts pour les citoyens. On vient de détourner du site d'enfouissement un paquet de matières qui n'aurait pas d'affaires là. Et puis, on vient de développer l'humain en donnant l'opportunité de participer puis de contribuer au niveau collectif. C'est du développement durable. Wow! Vraiment, tout au long de cet entretien, il y a des jeunes qui nous suivent. Oui. Alors, je vais permettre à un jeune de venir vous poser quelques questions parce que les jeunes fréquentent également le support. Oui, peut-être qu'ils ont leurs idées de développement durable et même de développement de l'entreprise. Bien sûr. Merci. Bonjour, je m'appelle Fabilas, je viens du Congo. J'ai quelques questions à vous poser. Oui. Est-ce que les choses que les gens n'achètent pas, vous faites quoi avec? En fait, pas mal tout se vend. Ce qui est dans le magasin, presque tout le temps, ça finit par trouver un acheteur. Ceci dit, c'est pas tout ce qu'on reçoit qui est en état d'être dans le magasin. Et là, c'est là que toute la magie opère du support. En fait, on a plein de canaux de revalorisation pour certains matériaux. C'est certain qu'on ne souhaite pas recevoir des choses non fonctionnelles, mais ça arrive qu'il y a des choses non fonctionnelles. Donc, pour le textile, on a des canaux de revalorisation externes qu'on envoie à tous les semaines. Pour les métaux, c'est un autre canal de revalorisation. On a pour aussi... mais ce qui est plus bon doit malheureusement s'en aller au site d'enfouissement. Mais on travaille à tous les jours, puis l'équipe est formidable. Oh, wow. L'équipe du support sont vraiment débrouillards, puis on essaie tout le temps de trouver des façons de réutiliser ou de redonner une seconde vie à certaines choses. Donc, c'est pas les idées qui manquent, mais oui, on a plusieurs canaux de revalorisation pour les trucs qu'on peut pas mettre en magasin. Wow. Est-ce que les jeunes peuvent travailler chez vous ou les jeunes travaillent chez vous? Oui, puis on aime ça en plus de ça, parce que ça nous amène toute une autre dynamique dans l'équipe, puis les jeunes arrivent avec une énergie qui nous remplit aussi. On a plusieurs jeunes qui viennent faire du bénévolat. Je pense à nos 4 belles jeunes filles du tandem. Elles viennent à toutes les semaines nous aider avec les jeux de société, les livres, tout ça. On a aussi des gens des jeunes qui viennent travailler au support pour leur premier emploi. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on les garde longtemps. Souvent jusqu'à la fin de leurs études, tu sais. Puis c'est intéressant parce qu'on voit ces filles-là puis ces jeunes hommes-là se développer. Puis
tout le monde les maternise un peu là, dans l'équipe. Donc non, on est très heureux d'avoir les jeunes. Puis si les jeunes veulent venir au sport travailler ou venir nous donner un petit coup de main, vous êtes les bienvenus tout le temps. Peut-être moi aussi bientôt, je vais venir faire le bénévolat là-bas. Je t'attends, Fabrice. Merci beaucoup. Alors, Marie-Pierre, j'espère que les jeunes ne t'ont pas tellement massacré avec les questions. Je te remercie d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Ouais. Vraiment, on souhaite que l'entreprise se développe parce que ce que vous faites d'un point de vue humain, et de l'accueil, même de la diversité, du développement de la région, c'est impressionnant comme travail. Merci mesdames, messieurs. On se revoit bientôt avec un autre invité. Au revoir.